Bonjour et bienvenue, je suis Dominique Dufour et je suis très heureux de vous accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer votre cours en ligne. Alors vous avez une passion, vous avez une expertise et vous souhaitez la partager au plus grand nombre, et ce podcast est fait pour ça, pour vous inspirer, pour vous donner des conseils, pour vous aider à structurer et à lancer votre cours. Et pour cela, j'invite des personnes qui sont déjà passées par là et qui nous font profiter de leur expérience pour vous aider à accélérer votre réflexion et vous lancer. Cette semaine, je reçois Gilles Pfeiffer. Alors Gilles, c'est un indépendant, un formateur traditionnel qui progressivement, au fil des années, est devenu pratiquement un créateur de cours en ligne à plein temps. Et c'est son expérience qu'il va nous partager dans ce nouvel épisode du podcast. Gilles, question traditionnelle, qui es-tu et quel est ton parcours et que fais-tu aujourd'hui ? Alors je m'appelle Gilles Pfeiffer, j'ai 47 ans et je suis infographiste, ce que j'appellerais généraliste, depuis 20 ans. Ensuite, effectivement, mon activité d'infographiste a dévié assez rapidement vers la formation. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais bien meilleur pour expliquer ce que je fais plutôt que de le faire. Donc il y a 20 ans, j'ai fait une formation dans une école. À la sortie de l'école, j'ai bossé très rapidement dans le jeu vidéo. Et puis après, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai un peu mixé 3D, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour l'architecture ou pour le design de manière générale. Et bizarrement, j'ai dévié un petit peu dans les métiers de la télévision aussi. Et du coup, la formation, comment c'est venu ? En fait, l'école dans laquelle j'ai été formé, au bout d'un moment, est revenue me chercher pour que je devienne assistant formateur. Et puis, je suis resté 3 ans dans cette école-là. Donc, c'était effectivement du face-à-face. Et je suis devenu après formateur principal sur des formations plutôt orientées 3D, effets spéciaux. Donc la formation traditionnelle et les cours en ligne, justement, comment tu y es arrivé ? Comment tu t'y es intéressé au début ? En fait, ça s'est fait assez tôt, parce que l'école dans laquelle j'étais formateur demandait qu'on fasse des supports de cours. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'assez fainéant, et faire des supports de cours papier, pour moi, c'était chronophage. Pas du tout fun. Et en fait, déjà à l'époque, je suivais des formations qui étaient éditées sur DVD par des sociétés de formation plutôt américaines en règle générale. Et en fait, à un moment donné, j'ai proposé avec un des formateurs qui était mon collègue dans l'école dans laquelle j'étais, plutôt que de faire des supports papier, de faire plutôt des supports en vidéo. D'accord, je comprends. Mais là, on était quand même au début des années 2000, donc c'était quelque chose encore de très, très novateur. Il n'y avait pas beaucoup de sociétés, à part des anglo-saxons, j'imagine, sur ce créneau. Donc sur le marché de la formation en ligne, il y avait personne, ou très peu, surtout des Américains. Mais en France, Eleform n'existait pas encore, par exemple. Je crois que Video2Brain ou d'autres formations en ligne n'existaient pas non plus. Et du coup, nous, en fait, on restait juste dans le cursus de notre formation et on ne s'adressait finalement qu'à nos apprenants. Et bizarrement, en fait, déjà à l'époque, quand j'ai voulu un peu négocier un contrat un petit peu plus costaud avec l'école, je leur avais soumis l'idée de sortir des DVD à vendre sur Internet. Et ils m'avaient dit, ouais, ok. Sauf qu'au final, ça s'est jamais fait. Et puis, du coup, j'ai laissé ça de côté. Après, j'ai quitté l'école et je me suis lancé en indépendant en 2007. J'ai continué de faire de la prestation de création d'images 3D, 2D, vidéo, etc. Puis j'ai été à nouveau formateur, mais là, plus dans des écoles, mais plutôt dans des centres de formation, plutôt dédiés au métier du cinéma et de la télévision. Et puis il y a eu un moment donné où ça a été un petit peu difficile pour moi parce que être indépendant à une époque où le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas encore, je me suis un peu planté au bout de 3 ans et du coup j'ai fait un arrêt dans mon activité d'indépendant et je suis allé travailler chez Eleform. Et donc j'ai bossé en tant que chef de produit chez Eleform et donc Eleform, comme peut-être beaucoup d'entre nous connaissent, c'était la société numéro 1 en termes de formation vidéo. Donc eux, ils étaient sur des supports DVD. Puis après, ils ont commencé un petit peu à faire aussi des formations en ligne avec une plateforme qui correspondrait un peu à ce qu'on connaît beaucoup chez tuto.com maintenant. Et puis j'ai fait 10 mois chez eux.
dans lequel finalement j'ai mis en œuvre un petit peu toutes les compétences que j'avais acquises durant toutes ces années, c'est-à-dire formateur, infographiste, etc. Puisque le job, c'était pas à moi de faire les formations, je recrutais des formateurs externes, je mettais en place les programmes de formation avec eux, après j'enregistrais les formations avec eux, je les drivais un petit peu, hein. Et ensuite, une fois que la formation était enregistrée, je faisais le montage, je faisais les packaging, je faisais la promo sur Internet, etc., etc. Wow, une expérience super intéressante en fait, parce que tu as touché à tout, de la création des cours, à leur édition, à la promotion, super riche tout ça. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Probablement d'ailleurs une de mes meilleures expériences professionnelles. J'ai appris beaucoup de choses chez Eleform, que ce soit au niveau de la production effectivement de formation en vidéo, que ce soit au niveau de la communication aussi à travers Internet, puisqu'il y avait déjà pas mal de communication qui était faite à travers les réseaux sociaux, même si on n'était qu'en 2010. Et donc ça, c'est des compétences que j'ai encore et que j'ai acquises à cette époque-là. Ok. Et donc, en fait, pour boucler la boucle, maintenant, il reste plus que la partie où tu te lances à créer tes propres cours en ligne. Parce que finalement, tu t'es formé avec, tu as proposé des idées de cours en ligne, tu as travaillé dans une société qui en faisait à travers des vidéos, des DVD. Donc maintenant, on se demande, mais quand est-ce que Gilles, tu vas te lancer à faire tes premiers tutos, à faire tes premiers cours en ligne? Ça a été quoi le déclic, en fait, pour que tu sautes le pas? Alors, à l'époque où j'ai bossé pour Eleform, tuto.com existait déjà, et c'était le grand concurrent d'Eleform. À la différence, c'est que tuto.com ne faisait que de la formation en ligne, avec une plateforme web exclusivement. Il n'y avait pas de publication en DVD comme chez Eleform. Et puis, surtout, le concept de tuto.com, c'était les formateurs qui veulent sortir des formations n'ont qu'à se créer un compte et publier leurs formations. Et si elles sont pertinentes, on les publie. Et puis surtout, le gros avantage qu'il y avait par rapport à Eleform, et d'ailleurs dans le podcast avec Nicolas Chonu que tu as fait un petit peu plus tôt, vous en parliez, c'est que la rémunération des formateurs sur Eleform, c'était avec un démarrage à 7% des revenus de la formation. Donc on est dans des pourcentages effectivement très proches de la publication plutôt du livre. Sauf que chez tuto.com, la base c'est effectivement, je crois que c'est 35%, quand tu n'as pas d'exclusivité sur la plateforme, 50% si tu donnes ton exclusivité à la plateforme, et puis après, tu as d'autres formes de rémunération qui peuvent être un peu supérieures quand, par exemple, c'est toi qui amènes le client, donc là, c'est plus 90% de la rémunération. Et du coup, je me suis dit, en plus de mon activité d'infographiste classique et de formateur en centre, pourquoi pas commencer à faire des tutos, d'autant plus qu'avec l'expérience que j'ai eue chez Eleform, peut-être que je serais pas si mauvais que ça. Et j'ai donc publié ma première formation sur tuto.com fin 2011. C'était une formation sur un logiciel de sculpture numérique gratuit qui s'appelle Sculptrice. C'était vraiment un one-shot. Je m'étais dit, on va tester. Si ça fonctionne, je continue. Si c'est tout pourri, j'arrête. Et il s'avère que la formation s'est plutôt bien vendue. Parce que j'ai pas mis beaucoup de temps à l'enregistrer parce que c'était déjà un logiciel sur lequel je formais en centre de formation. Donc en fait la trame de la formation existait déjà, donc en fait j'ai enregistré en direct sans trop de préparation en amont. Ok, très bien. Et du coup, quel a été le résultat de ce premier cours lancé sur tuto.com? Quand on se dit ok, je lance un truc, je sais pas ce que ça va donner, et puis au final il y a des petites rétributions sympas. Donc la première année c'était effectivement pour 3 mois d'exploitation, c'était un petit 1500 € par exemple. Je me suis dit, peut-être que si j'en publie un peu plus régulièrement, peut-être que la rémunération sera un petit peu plus intéressante. Et donc, j'ai continué. Et puis, je suis monté en puissance au fur et à mesure. Donc, la deuxième année, j'ai gagné 5000 €. J'ai sorti 17 formations, mais sur des sujets un peu vastes. Ça pouvait être soit des formations relativement longues avec des contenus de 5 heures, par exemple. Et puis des fois, ça pouvait être des formations courtes, comme des petites formations de 15 minutes sur des petits sujets, sur des logiciels comme Photoshop, par exemple, sur lequel on peut très vite dire, tiens, là, on va refaire un effet Instagram, par exemple. Et donc, un petit 5000 € de plus par an quand on est indépendant et qu'on a plutôt un chiffre d'affaires qui est proche de 20 000 € max, on se dit, ok, ça peut être sympa. Ouais, plutôt sympa d'ailleurs. Et du coup, donc ça t'a encouragé, ça t'a certainement motivé aussi pour poursuivre dans cette voie.
Parce que du coup, c'était ton premier coup d'essai, c'est avéré rémunérateur. Ouais, clairement, la courbe de croissance sur les 5 premières années a été assez fulgurante. En gros, dans les années suivantes, j'ai fait du plus de 100% chaque année. Donc j'ai fait 5 000 euros en 2012, 10 000 euros en 2013, 20 000 euros en 2014, etc., etc. Mais avec en fait une constance, c'est-à-dire que j'essayais le plus possible de sortir au moins une formation par mois. Des fois plus, ça dépendait effectivement de la complexité de la formation, parce que à mon catalogue, j'ai des formations qui peuvent durer 5 minutes, mais les plus grosses formations peuvent faire plus de 60 heures. Typiquement sur After Effects, par exemple, qui est un logiciel de traitement de l'image pour le trucage, le cinéma, les effets spéciaux et le motion design, j'ai un tuto complet qui dure environ 60 heures. D'accord, donc des cours plutôt longs. Et au niveau de ta stratégie de création de cours en ligne, c'est quelque chose que tu as voulu poursuivre, justement, des cours un petit peu plus longs versus des cours moins longs. Est-ce que t'es clairement, dès le départ, opté pour une stratégie de proposer des cours vraiment complets, qui abordent un logiciel, par exemple, de A à Z? Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il valait mieux sortir des formations longues et chères plutôt que des petits tutos qu'on fait plus souvent, mais qui sont pas chers. Bizarrement, un contenu de formation qui a une progression pédagogique cohérente, qui permet d'apprendre un logiciel de A à Z, est toujours beaucoup plus rémunérateur que juste un petit tuto de 15 minutes où on va apprendre à un gars à utiliser une fonction dans un coin d'un logiciel. Et du coup, je suis resté sur cette logique-là, puisque encore aujourd'hui, je continue de faire un petit peu la même chose, plutôt des formations longues, plutôt des formations pour apprendre un logiciel ou une technique complète. Donc, la moyenne de mes formations, c'est 5 heures de formation minimum. Donc, j'y passe pas mal de temps. En fonction du sujet, des fois, ça peut me prendre une semaine à enregistrer la formation et à la mettre en ligne. Après, quand on est sur des contenus un petit peu plus complexes, notamment quand on touche le secteur de la 3D ou des effets spéciaux, par exemple, ça peut m'arriver des fois de mettre plusieurs mois à publier la totalité du contenu des formations. Alors, j'imagine que tu as dû te poser des questions, parce que quand on a une activité nouvelle comme ça, même si ça faisait déjà quand même quelques années que tu étais sur les cours en ligne, d'autres activités qu'on avait peut-être avant, plus historiques, on était tenté aussi de les laisser un petit peu de côté, voire les mettre carrément en berne, puisque du coup, le nouveau levier qu'on a trouvé et actionné est rémunérateur et occupe bien votre temps. Ton temps, en l'occurrence, c'est pas le mien, mais donc du coup, est-ce que tu as eu des choix à faire justement par rapport à tes activités, disons, historiques versus les cours en ligne qui étaient en plein essor? En fait, à partir de 2014, l'activité de création d'images, je l'ai un petit peu mis en berne, parce que je me suis tout simplement rendu compte que par rapport au temps que j'y passais et à la rémunération que ça m'apportait, ça avait rien à voir par rapport à ce que je gagnais en termes de vente de formation en ligne. Et du coup, je me suis plus concentré quasiment exclusivement sur de la formation, donc soit en centre, soit effectivement en ligne, donc directement avec les tutos. Et du coup, ça me permettait d'avoir le côté je suis tranquille, pépère chez moi, j'enregistre mes tutos. Et puis quand je commence à avoir un petit peu de manque de relations sociales, je dis oui à des formations au centre. Alors, ce qui est intéressant, Gilles, c'est que tu as effectivement une expérience en tant que formateur traditionnel, puis après tu as développé tout le côté formation en ligne. Comment tu analyses un petit peu ces deux mondes? Est-ce que ça se complète? Est-ce que ça s'enrichit dans ta pratique au quotidien? Comment tu analyses tout ça? Globalement, effectivement, l'un enrichit l'autre. Le gros avantage d'avoir eu une expérience de formation en centre avant, et puis relativement longue, puisque je crois que j'ai commencé à être formateur en 2003, et j'ai commencé à faire de la formation en ligne en 2011 uniquement. Donc j'ai eu effectivement, pour pas dire de conneries, vu que je suis pas bon en maths, 8 ans de formation en centre avant de commencer à faire de la formation en ligne. Le gros avantage, et ce que ça m'a apporté pour la formation en ligne, c'est que les programmes de formation que je devais mettre sur du tuto en ligne, je les avais déjà pratiqués pendant de nombreuses années en face à face.
Et du coup, ça avait l'avantage pour moi, lorsque j'enregistrais mes formations, de pas passer plusieurs semaines à préparer un cours, parce que c'était déjà des choses que j'avais fait en face à face. Donc ça, c'était un gros avantage, parce que je sais que certains collègues formateurs, que ce soit sur tuto.com ou ailleurs, quand ils n'ont pas un programme qui est déjà établi, ils passent effectivement pas mal de temps à faire déjà de la préparation. Alors que moi, j'avais déjà des supports de cours qui existaient, j'avais déjà des sources qui existaient, j'avais déjà aussi de l'expérience dans de la création d'images, donc souvent je me servais de mes images créées pour les intégrer dans mes cours, et inversement. Ça m'est arrivé d'utiliser des contenus que j'ai fait en formation pour les vendre à côté aussi. Et du coup, dans ta pratique en centre, en formation traditionnelle, qu'est-ce que ça a apporté justement le fait que tu fasses des cours en ligne ? Ce que ça a apporté par contre sur la formation en centre, enfin ce que la formation en ligne a apporté par rapport à la formation en centre, c'est que souvent maintenant j'enregistre des formations en ligne avant de faire des formations en centre. Et du coup en fait j'ai déjà du contenu à apporter dans mes formations en face à face, que j'ai déjà fait en ligne. Du coup ça m'évite de faire de la préparation pour mes cours de face à face. Et puis surtout, le gros avantage pour les gens que j'ai en formation en face à face, que ce soit dans des écoles ou dans des centres de formation professionnelle, c'est qu'à la fin du cours, je peux leur fournir un support de cours vidéo qui va reprendre quasiment exactement ce qu'ils auront vu en cours. Ils savent qu'une fois que la formation est finie, ils sont pas lâchés dans la nature avec rien. Parce que je sais que les supports de cours papier, ça peut être pas mal pour certaines personnes, mais le gros avantage de la formation en vidéo, quand on est tout seul dans son coin, c'est que c'est effectivement super didactique, on suit la vidéo, on a tout de suite un retour, on n'est pas obligé de fouiller dans les pages pour chercher quelque chose. Et puis si la formation a bien été découpée, c'est facile d'aller chercher la fonction d'un logiciel ou une technique en particulier, parce que le nom de la leçon, par exemple, qui peut être un fichier vidéo individuel, permet d'aller rapidement à l'endroit où on cherche. Et du coup, dans ton quotidien, est-ce que c'est... forcément, c'est différent. Des fois, tu vas dans des centres, mais la plupart du temps, tu restes chez toi, face à ton ordi, en train de créer tes cours. Est-ce que ça a été quelque chose de facile à gérer au départ, ou maintenant c'est une habitude, ou ça a toujours été simple pour toi ? Dans ma manière de travailler, ça n'a pas non plus changé grand-chose, puisque comme j'étais indépendant déjà depuis plusieurs années, de rester tout seul devant mon ordi toute la journée à taffer sans que j'ai d'interaction avec personne, j'avais déjà un petit peu cette habitude-là. Oui, c'est clair, c'est pas un grand changement. En revanche, ce qui peut être plus difficile à gérer, notamment comme toi qui fais des cours de longue haleine, plusieurs dizaines d'heures pour certains cours. Là, forcément, ça doit avoir un impact parce que il faut chercher la motivation, l'enthousiasme. Et quand tu passes des heures sur un même sujet, des fois, tu sens une certaine, une lassitude. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ? Ouais, on peut trouver une certaine lassitude effectivement quand on est sur l'enregistrement de formations qui sont assez longues, mais en fait, j'ai en fait une routine assez simple. Quand je sais qu'un tuto va être très long à enregistrer, et notamment en ce moment c'est le cas puisque je suis sur une formation longue sur l'animation dans un logiciel de 3D. Donc c'est déjà une formation qui a un contenu qui fait plus de 8 heures. Et là je pense que j'ai pas encore enregistré la moitié, donc ce sera une formation qui fait 16 heures. En fait je me lasse très vite. Ça peut arriver qu'au bout de 4 heures j'en ai marre et que j'ai envie de passer à autre chose. Donc en fait maintenant je préviens mes apprenants que la formation va être mise à jour sur plusieurs semaines. Donc je mets un contenu de départ qui peut être de 4-5 heures par exemple, et puis un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, je le mets à jour. Et du coup, de temps en temps, quand j'en ai marre, j'enregistre une autre formation, de préférence plus courte. Comme ça, je peux enregistrer effectivement un contenu peut-être de 2-3 heures entre-temps, la mettre en ligne, et puis après revenir sur la formation qui, elle, est mise à jour un petit peu plus longtemps. Et du coup, ça m'évite d'être lassé par des trucs qui sont trop longs à produire. Et j'ai l'impression que les gens commencent un petit peu à s'habituer à ça, parce que c'est ce genre de formation-là que je mets effectivement en ligne avec un contenu qui n'est pas total au démarrage de la formation, a plutôt bien marché, puisque je crois que la première fois que j'ai fait ce système-là, c'est à l'époque où tuto.com avait offert la possibilité aux formateurs de le faire. Je crois que ça devait être en 2014 ou 2015. Et déjà, à cette époque-là, j'avais fait des formations de 30 heures, par exemple, sur des logiciels de 3D. Et j'avais déjà une clientèle qui était fidèle et qui du coup prenait ces formations-là, même si au départ ils voyaient que la formation faisait 5 heures, ils la prenaient quand même, sachant que de toute façon j'allais la mettre à jour et qu'il allait avoir un contenu de qualité quand même.
Alors revenons un petit peu sur l'actualité. Bon, évidemment, le confinement, la Covid, etc. Quels ont été les impacts finalement sur tes cours en ligne? Est-ce que tu as vu un boom d'inscriptions ou au contraire ça s'est tassé? Ou comment tu as vécu ça toi d'un point de vue créateur de cours en ligne? Ouais, j'ai fait environ un plus 40%. Bah, du coup, je suis déçu que le confinement se soit arrêté. Non, clairement, il est évident que ça a eu un gros impact, que les gens avaient du temps et ils sont dirigés naturellement vers les formations en ligne. Et moi, oui, je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Une petite question, Gilles, parce que tu as beaucoup de cours sur des logiciels et c'est en français. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de passer une partie de tes cours en anglais? Parce que finalement, c'est du vocabulaire très technique, ciblé à un logiciel, et donc il n'y a pas forcément d'être super fluent pour pouvoir proposer des cours en ligne sur certains logiciels. Et c'est quelque chose que tu as en tête? En fait, ça fait longtemps que j'y pense. Déjà parce que à l'époque où je bossais chez Eleform, il y avait justement une version de la plateforme et des DVD en anglais. Donc j'avais déjà un petit peu cette notion-là. Tuto.com a une version en anglais aussi depuis quelque temps, qui marche forcément beaucoup moins que la version française parce que en anglais la concurrence est assez énorme. Et en fait, moi je suis le genre de gars qui déteste faire de l'à peu près. Si mon truc est pas cadré et si à un moment donné j'ai le sentiment d'être ridicule, je préfère pas le faire. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que a priori, j'ai pas un mauvais niveau d'anglais. Et puis j'ai certains de mes anciens élèves qui se sont exportés aux États-Unis ou dans les pays anglophones. Et donc j'en ai rencontré il y a pas très longtemps, justement à une époque où je me posais la question d'enregistrer des tutos en anglais. Et je leur disais que je me sentais pas de faire en anglais. Et du coup, leurs copains qui étaient des anglophones leur disaient, mais gars, lance-toi. Je te rappelle quand même qu'il y a des gars qui font des tutos et ce sont des gars qui sont des Asiatiques ou des Français ou des Italiens, enfin en gros un petit peu de tous les horizons et qui sont pas capables d'aligner deux mots en anglais et qui le font quand même. Donc même si t'as peur d'être ridicule, dis-toi quand même que de toute façon, ce sera pas forcément pour un auditoire anglophone auquel tu t'adresseras, mais peut-être pour des gens qui vont chercher des formations en anglais parce que dans leur langue native, ils n'en trouvent pas. Et du coup, ils auront un niveau d'anglais qui sera peut-être pas supérieur au tien, mais du coup, ton niveau leur suffira largement pour suivre ta formation. Mais après, là où ça devient un peu compliqué, c'est dès qu'on rentre dans des notions d'apprentissage théorique, dans lequel t'as pas le support du logiciel, et donc du coup, tu dois un petit peu t'exprimer en alignant quand même deux mots. Hein. Là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, l'année dernière, au mois de septembre, j'avais commencé à enregistrer une formation en anglais qui était le transfuge d'un tuto que j'avais déjà fait en français. Et en cours de route, j'ai lâché l'affaire parce que en fait, je trouvais que ce que je sortais pour l'instant, c'était pas assez fluide. Mais c'est encore quelque chose qui me reste dans un coin de la tête. Bon, tu verras ce que ça va donner. Si tu as envie de poursuivre, tu poursuivras. On verra tout ça. En attendant, avant de conclure cet épisode et pour profiter de ton expérience à la fois dans la formation traditionnelle, dans la formation en ligne et du haut de tes dizaines et tes dizaines de tutos maintenant que tu as accumulés depuis des années, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui ont une expertise, une passion et qui sont encore dans la réflexion et qui n'osent pas se lancer pour créer leur propre cours en ligne? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là si tu les avais face à toi à cet instant précis? Le premier conseil, c'est si vous estimez que vous avez une expertise et qu'il y a un public qui est demandeur, faites-le. Après, le côté technique, ça c'est on s'en fout en fait. Il y a aujourd'hui pas mal d'outils, de logiciels ou même de matériel et l'investissement est pas énorme. Hein. Moi par exemple au tout début quand je me suis lancé j'avais dépensé des centaines et des centaines d'euros dans un micro spécifique, une carte son, etc. Et au final j'avais un son dégueulasse. Et aujourd'hui, j'ai un micro type micro podcast, un petit peu évolué quand même, hein, qui doit être dans un budget de 200 euros, je pense, mais branché directement en USB sur l'ordinateur. Et après, j'ai un logiciel pour enregistrer mon écran, donc ce qu'on appelle un logiciel de screencasting, qui donc enregistre ma voix et la vidéo en même temps. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je dois payer 40 euros par an. Donc l'investissement de départ pour enregistrer des formations,
sur un ordinateur est pas très important. Par contre, après, effectivement, si on part sur des choses dans lesquelles il est nécessaire de faire de la captation vidéo, là, on est sur des coûts qui sont forcément plus élevés. Ça va demander effectivement un petit peu des compétences en prise de vue, en montage, etc. Mais si les compétences sont là, il y a effectivement pas de lieu de pas se lancer. Se freiner juste par le côté technique ou juste parce qu'ils pensent que c'est pas pertinent, il y a pas de raison. Bon, par contre, après, on juge tous par rapport en fait à notre capacité de jugement. Hein. pour pas faire de la paraphrase d'une phrase de Coluche, mais ça peut arriver que des fois ce que l'on fait, on pense que c'est pertinent et en fait ça ne l'est pas. Et bon, des fois on se prend dans la gueule que ce qu'on a fait c'est pas top. Donc, après de toute façon, il y a que en se lançant qu'on saura si ça vaut le coup ou pas. Et moi c'est comme ça que je me suis lancé. Hein. Je me suis dit je vais faire un truc, on verra si ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Et j'en serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas lancé il y a 9 ans. Ouais. Merci à Gilles pour ses conseils, pour ce partage. C'était très intéressant. J'espère que cela vous aura intéressé également. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour le recevoir automatiquement, à en parler autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui souhaite créer un cours. Je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook privé pour prolonger la conversation autour de chaque nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, écoutez des podcasts.